Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon, notamment aux enjeux des législatives de 2018. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Nous étions dans la deuxième partie de notre émission en train d'évoquer ou d'envisager les solutions possibles pour à la fois décrisper les tensions politiques dans votre pays, si tant est qu'on peut encore parler de tensions politiques, mais surtout pour améliorer la démocratie électorale dans votre pays, le Gabon. Et je vous demandais justement, Madame Laurence Ndon, ce que vous pensez faisable aujourd'hui, sans remettre en cause les institutions de la République, parce qu'on est, quand on est républicain, il faut respecter. Non, il ne croit pas. Non, Richard n'y croit pas. Il ne croit pas quand il n'est pas républicain. On ne demande pas à un président en plein exercice de démissionner. Nixon a démissionné en plein exercice. On en a débarqué. Blaise Compaoré a été on parle des élections législatives, on parle des élections législatives et des élections à venir et surtout de la stratégie de l'opposition. C'est ça qui nous intéresse pour cette partie, s'il vous plaît. Parlez de la stratégie de l'opposition. Aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je regarde, je ne suis membre d'aucun parti politique au Gabon. L'opposition gabonaise aujourd'hui doit retravailler son offre. Politique. Son offre politique. Elle doit, parce qu'on ne peut pas repartir vers une population très intéressant. Dont les élections, qui a été abusée, violée au cours d'élections présidentielles pour lui proposer toujours de reparticiper aux élections avec les mêmes. Cette opposition qui voulait aller aux élections législatives, qui savait qu'elle irait aux élections législatives, parce qu'ils le savent, depuis, elle devait avoir lieu en décembre 2016. En novembre 2016, j'ai fait une sortie sur les réseaux sociaux pour dire mon point de vue et dire que les Gabonais ne devaient pas aller à cette élection et on devait faire un blocus parce qu'en réalité, toutes les dictatures ont besoin de se donner un visage de démocratie. Solution, s'il vous plaît. Et donc, pour ça, elles ont besoin qu'il y ait une opposition qui vienne légitimer, donner du poids à leurs élections. Donc, il fallait ne pas leur offrir cette animation-là de venir participer à des mascarades. Bref, ils savaient qu'ils y allaient. Quand Ali Bongo modifie la Constitution avec son Parlement, personne ne se lève. Seul Jean-Gaspard Toutoumai a voulu faire une manifestation qui a été... personne d'autre n'est venu. Ils ont modifié le découpage électoral en faveur du Haut-Ogooué. Personne n'a manifesté. Ils ont mis en place la caution pour limiter les recours pré- et post-électoraux. Personne n'a boudé. Personne n'a discuté. Donc comment on veut aller à des élections où on sait que la base est fausse et penser que derrière il y aura quelque chose de vrai? Non, la fraude était lisible. Et donc ils sont allés se jeter eux-mêmes dans la gueule du loup. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à demander aux Gabonais d'aller voter indéfiniment contre un régime qui tient en main la machine électorale. Donc il faut que cette opposition pense à une réelle offre. Et pour moi, cette offre-là, c'est d'entrer en résistance. Parce que face à une dictature, seule la résistance, c'est appliquer des méthodes de lutte non violente, comme la désobéissance civile, comme la non-coopération politique, comme le boycott institutionnel. Vous parlez de l'ensemble de l'opposition. Etc. Voilà. Et entrer dans ce genre de méthode, parce qu'on se rend bien compte que depuis 28 ans, participer aux élections n'a servi qu'à maintenir et à renforcer la dictature. Richard, très rapidement. L'opposition n'est pas allée se jeter dans la gueule du loup, comme l'a signifié Marcel Laurent Ndon. L'opposition a participé à légitimer le pouvoir d'Ali Bongo qui était et qui reste toujours agonisant aujourd'hui. Cette opposition-là est complice pour la solution. Vous parlez de la partie de l'opposition. Pour la solution. Je suis d'accord avec Mme Ndong, il faut réfléchir à une nouvelle offre politique au Gabon. Au-delà de l'offre politique, il faut réfléchir au renouvellement de l'élite politique au Gabon. Quand nous voyons ce qui se passe, vous avez parlé d'affinité. Aujourd'hui, on a au Gabon ce que moi, j'appelle la République des héritiers. Que ce soit dans la majorité, que ce soit dans l'opposition. Il faut mettre un terme à cette République des héritiers pour que tous les Gabonais qui se sentent concernés par la chose publique, d'où qu'ils viennent, s'impliquent et s'engagent pour que nous arrivions à mettre en place les conditions de crispation qui vont faire en sorte que ce régime-là, comme dans tous les autres pays, parte de lui-même ou parte par la pression populaire. Nous sommes arrivés au bout de tout ce que la politique politicienne aurait pu permettre au Gabon. Nous avons été massacrés, nous avons été insultés, humiliés mondialement. Aujourd'hui, le peuple gabonais ne veut plus que sa voix ne soit plus entendue. C'est pour ça qu'ils ne sont pas partis voter aux législatives. Aujourd'hui, le peuple gabonais est résolu
véritablement résolu à faire partir Ali Bongo Ondimba et il va le faire. Il a besoin d'un leadership renouvelé, il a besoin d'une organisation structurée, il a besoin d'une promesse politique renouvelée. Vous deux, vous avez, vous, monsieur Essono Ondo, tout comme Madame Laurence Ndong, vous avez évoqué des faits douloureux qu'a connu votre pays, le Gabon. Vous avez fait allusion aux familles qui ont perdu leurs enfants. Et je n'oublie pas, s'il vous plaît, ceux qui sont encore en prison, parce que Bertrand Zibi est toujours en prison, Hervé Mombo, Frédéric Massavala, Monsieur Pascal Oyougou, et sans compter les portés disparus, les disparitions forcées, parce qu'on cherche encore Stempi Obam, Alain Bella et Armel Mwende. On les cherche, on ne sait pas où ils sont. Et je pense aussi à tous ces anonymes qui sont en prison, dont on ne connaît pas les noms, qui n'ont pas été recensés et qui n'ont jamais été jugés depuis 2016. Et M. Ali Bongo se permet de dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon, alors que ce sont des jeunes qui ont été arrêtés pendant des manifestations pacifiques, quand ils n'ont simplement pas été gazés et essuyé des coups de feu. Et comment gazés, dites-vous, massacrés, dites-vous, ce sont les mots que vous employez, et des drames qui étaient intervenus donc, dans le cadre des violences post-électorales en 2016, pouvoir et opposition ont d'ailleurs à l'époque saisi la CPI, la Cour pénale internationale. Il semble visiblement que le Gabon est en train de solder ce passé, puisque Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, a fait part il n'y a pas longtemps. Donc de ces conclusions, on écoute très rapidement Fatou Bensouda, la procureure de la CPI. On en parle après. Le 29 septembre 2016, j'ai annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire de la situation au Gabon depuis mai 2016, à la suite du renvoi de cette situation par le gouvernement gabonais. Mon bureau a également reçu plusieurs documents de communication au titre de l'article 15, faisant état de la commission de crimes présumés dans le contexte de l'élection présidentielle de 2016. À l'issue d'un examen approfondi, en fait et en droit, de toutes les informations disponibles, j'ai estimé qu'à ce stade, les conditions juridiques justifiant l'ouverture d'une enquête dans la situation en République gabonaise n'étaient pas remplies. Après un examen minutieux des informations disponibles au regard des critères posés par le statut de Rome, j'ai conclu que les actes présumés commis au Gabon dans le contexte des violences post-électorales survenues en 2016, que ce soit par des membres de l'opposition ou par les forces de l'ordre gabonaises, ne pouvaient constituer des crimes contre l'humanité tels que définis par le statut de Rome de la CPI. De même, il n'y a pas lieu de penser que le crime d'incitation au génocide a été commis au cours de la campagne électorale en question. J'ai donc conclu que les crimes présumés commis dans cette situation ne relèvent pas de la compétence de la Cour pénale internationale et ne peuvent faire l'objet d'une enquête par mon bureau. Sadio Morel Kanté, pas de crime contre l'humanité, pas de crime d'incitation au génocide, conclut le bureau de Fatou Bensouda, s'agissant notamment de la heureusement qu'elle ne dit pas qu'il n'y a pas eu crime. Heureusement déjà qu'elle ne dit pas ça. Mais qu'est-ce qu'il y a eu crime de masse quand même? Ah, ben écoutez, Fatou Bensouda... Non, elle a dit qu'il y a eu crime, elle a dit qu'il n'y a pas eu génocide. Est-ce que la CPI n'a vocation qu'à traiter des cas de génocide? En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de génocide. Sadio Morel Kanté, j'ai bien écouté. Elle dit pas de crime contre l'humanité, pas d'incitation au crime de génocide, puisque les dossiers transmis par le Gabon... Elle a dit que les crimes qu'il y a eu ne peuvent pas être considérés comme des... Oui. Voilà, donc il y a eu crime. Ah oui, bien sûr, on est d'accord. Mais ceux qui ont été commis ne relèvent pas de sa compétence telle que définie par le... C'est pour cela que je suis en train de revenir parler de supercherie de cette institution-là. Je ne veux pas m'attaquer à la dame, à l'institution. Mais écoutez-moi, Richard, quand il y a crime de masse, c'était le cas au Gabon.
Il y a eu crime de masse comme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y avait pas la France entre les protagonistes gabonais et qu'il y en avait entre les protagonistes ivoiriens. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de crime de masse. S'il n'y a pas eu génocide, au moins il y a eu crime de masse en Côte d'Ivoire. Non. Ne confondez pas les termes. Crime de masse, crime contre l'humanité, ce n'est pas la même chose. Oui, mais il y a eu crime de masse qui est de la compétence. Il y a eu crime contre l'humanité au Gabon. Il y a eu crime de masse, donc c'est de la compétence de la CPI. J'ai un autre point de vue. À moins qu'on me dise qu'on l'a encore politisé, c'est toujours les vainqueurs qui se retrouvent à ne pas être sanctionnés. On a fait ça à Gbagbo pour dire que dit l'article 20 du statut de Rome? Gbagbo n'a peut-être rien fait. Et aujourd'hui, on vient nous dire que le crime qu'il y a eu au Gabon ne peut pas être considéré comme crime de génocide. On a spécifié génocide pour ne pas... J'ai du mal à vous suivre. Moi aussi, j'ai du mal parce que vous ne me suivez pas. Le statut de Rome, c'est la Bible, pour ainsi dire. Mais on y est là. Justement, on y est. Dès qu'il y a crime de masse, surtout en situation politique. On y est. Allons-y dans le statut de Rome. Que dit l'article 20 du statut de Rome, qui définit le crime contre l'humanité. Cet article va lister limitativement ce qui peut être considéré comme crime contre l'humanité pour effectivement déclencher la compétence de la CPI. Arrestation arbitraire, association de crimes en vue de tuer, d'exterminer une population. Fausse commune. Non. Monsieur... Crime de masse. Crime de masse. Crime de masse. Il y a eu des crimes de masse au Gabon. Il y a eu des crimes de masse au Gabon. On a retrouvé, Richard, on a retrouvé des fausses communes à Libreville. On a eu des arrestations arbitraires, des assassinats sommaires. Monsieur Solé a été assassiné dans sa maison. C'est un assassinat sommaire. Non, il y a eu énormément de crimes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité relevant de la CPI. Il y a deux caractéristiques très importantes qui caractérisent le crime contre l'humanité. C'est attaque généralisée et systématique. Mais les attaques étaient généralisées, elles étaient systématiques. L'attaque du QG de M. Jean-Pierre a été généralisée. L'attaque du QG de M. Jean-Pierre était une attaque généralisée et systématique et systématisée. Ce pourquoi on l'a pris n'était pas ça. Moi, je comprends peut aussi éviter. Puisque selon l'opposition, je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec les conclusions de... Je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec les conclusions de 25 morts, plus de 25 morts suite au bombardement du QG de campagne. Excusez-moi, mais je comprends que vous ne soyez pas d'accord. Madame de Sola ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas eu de crimes contre l'humanité au Gabon. Elle raconte des inepties. Elle raconte des inepties. C'est votre avis. Allez-y très rapidement, Laurence. Donc, nous l'avons vu. Le coup d'État militaro-électoral d'Ali Bongo a été pensé. Il a été réfléchi. Il a été longuement mûri. Lorsqu'Ali Bongo décide, lorsqu'ils font attaquer le quartier général de Jean-Ping, on a des témoignages, ils ont ramassé les dépouilles pour qu'on ne puisse jamais faire le décompte. Lorsque la milice Ali Bongo circulait dans la rue encagoulée, on a encore des vidéos où ils tiraient sur les jeunes et les jeunes discutaient les cadavres parce qu'ils tuaient et ils emportaient. Et on a vu des jeunes se battre pour garder le cadavre de leur ami parce qu'il fallait... Personne n'a dit non. Parce qu'il fallait pas qu'il y ait de décompte. Personne n'a dit que c'est celle que vous Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Face à tout ça, la CPI ne se saisit que de 3 façons. Soit c'est un État qui saisit la CPI parce qu'il estime que sa propre justice est défaillante. Oui. Ou les crimes ne relèvent pas de sa compétence. Ou soit elle est saisie par l'Assemblée générale des Nations Unies, et là il faut une résolution, soit la CPI s'auto-saisit parce qu'elle estime que ce qui s'est passé dans ce pays est trop grave. Ali Bongo dit que le gouvernement d'Ali Bongo dit que ce qui s'est passé, les événements la crise post-électorale n'a eu que 3 morts. Pourquoi ils sont allés saisir la CPI alors qu'eux-mêmes n'avaient déclaré que 3 morts? C'est eux qui saisissent la CPI en premier. Parce que le camp de Jean-Ping ne fait que réagir. Laissez-moi finir mon raisonnement. Malheureusement, nous sommes arrivés. Ils ne font que réagir.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils saisissent la CPI? Ils saisissent la CPI parce qu'ils s'en servent comme alibi pour refuser l'enquête internationale qui aurait fait la lumière sur les massacres. Donc ils refusent en s'appuyant sur la CPI, sachant que 2 ans après, la CPI viendrait leur dire que nous ne pouvons pas mener une enquête. La CPI, comme toujours, la CPI a été instrumentalisée. La CPI a toujours été instrumentalisée, et c'est le cas au Gabon, à des fins politiques. Pourquoi ils n'ont pas accepté l'enquête des Nations Unies? Des années 90, qu'un vent vienne de l'Afrique pour imposer une transition qui ne viendra pas de Bol ou de Mitterrand, mais de exactement. Et cette transition viendra. Journaliste préfacier, je vous remercie d'avoir participé. Et cette transition viendra parce que le peuple gabonais a décidé d'en finir avec ce régime. Et nous en finirons avant 2023. Donc, enseignante-chercheur, vous êtes membre de la coalition internationale. Et gabonaise avant tout, et une gabonaise qui contribuera à faire tomber Ali Bongo avant 2023. Votre pays, le Gabon, a du potentiel, 14 milliards de dollars de PIB, 5e producteur du pétrole africain. Mais avec la population la plus pauvre, parce que tout l'argent est dans le compte d'Ali Bongo, d'Akombesi, de Liban Suleiman, de Débizé, de Paco Moubélé, intermédiaire, je vois, et de tous ces voleurs-là. Mais nous allons en finir avec eux bientôt. Vous avez effectivement contre ce pouvoir sont effectivement très tranchantes. Oui, parce que j'ai mon peuple qui vit dans la misère. Merci à vous également. Il a choisi le meilleur moyen pour qu'on ne conclue pas. C'est la fin, mesdames et messieurs. Merci à toi, Richard. De Politicien, votre rendez-vous politique. Merci, Richard, d'avoir joué les pédagogistes aujourd'hui. Que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Merci à vous. Merci. Monsieur Tokbe.